Bonjour, chers auditeurs. Afin de commencer la présentation que nous avons préparée, nous souhaitons nous présenter. Nous sommes 3 étudiantes au pôle supérieur de Bordeaux, dans les familles de cordes. Je m'appelle Alissa Oboronova et je suis violoniste. Je m'appelle Alexandra Lavelotrol et je suis altiste. Je m'appelle Anna-Louisa Lopes et je suis également altiste. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir le second mouvement, l'Argot, de la symphonie numéro 9 du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak, qui inclura l'histoire et les principaux éléments du mouvement, l'analyse mélodique, structure, caractéristiques de thème et l'analyse harmonique où nous allons donc parler de l'harmonie du mouvement en détail. Tout d'abord, je souhaiterais dire quelques mots sur l'histoire de cette symphonie afin que nous nous dirigeons vers l'analyse du 12e mouvement. Elle a été créée en 1893 à New York. Elle est la plus connue des symphonies de Dvorak et l'une des œuvres les plus populaires du répertoire symphonique moderne. Cette symphonie est très émotionnelle, sensible, touchante et nostalgique. Et surtout, nous retrouvons cette nostalgie dans l'argot dont nous allons parler dès maintenant. Et maintenant, un peu d'histoire. Une légende. Ce nom figure dans le manuscrit d'Antonin Dvorak. Et c'est comme cela qu'il nomma le second mouvement de la symphonie numéro 9, dit du Nouveau Monde, que nous allons aborder aujourd'hui. Selon le compositeur, il s'inspire d'un épisode d'inhumation en forêt extrait du chant de Hiawatha, du poète américain Longfellow. Il évoque les étendues infinies du prairie. Voyons quelques détails globaux sur le poème. Le chant de Hiawatha a été écrit en 1854 et fini en 1855. Titre original The Song of Hiawatha. C'est un poème épique en vers libre de Henry Wadsworth Longfellow et est symbolique de la littérature américaine d'inspiration indienne du XIXe siècle. Il existe également un film canadien adapté de l'histoire qui a été créé en 1997. Je laisse le lien avec plus d'informations dans la présentation pour ceux qui souhaitent découvrir ce poème. Revenons sur Dvorak et regardons le lien entre les compositeurs et ce poème. C'est donc dans son pays natal, dans une version tchèque, que Dvorak a découvert ce poème inspiré par une épopée indienne. Après l'avoir lu en Amérique, il était tellement enthousiasmé qu'il souhaita concevoir un opéra sur Hiawatha. Il fit la demande à l'écrivain américain James Thurber d'en réaliser le libretto. L'épisode qui inspire le 12e mouvement de la symphonie dépeint les funérailles de la femme du héros, la belle Minnegaga, dans une forêt vierge, le deuil de sa tribu et le chagrin de Hiawatha. Le compositeur lui-même a vu les forêts et les prairies, alors encore préservées sur la terre d'Amérique, et en même temps, il s'est rappelé les forêts et les champs tchèques, en particulier le jardin dans lequel se trouva sa maison du village de Vysokaya. Le contexte est quand même extrêmement triste. Et nous allons donc voir l'épisode même, qui est également triste. Ce largo se présente sous la forme ABA, lead, qu'on pourrait comparer avec une chanson en 3 parties, comme si au milieu du soliste, le chœur se substitue. Les parties A sont un Ré bémol majeur, et partie de milieu B, c'est un Do dièse mineur. Des accords mystérieux et colorés d'instruments avant ouvrent le largo, comme s'ils pénétraient dans la canopée d'une forêt séculaire. Ils encadrent une chanson d'une beauté incroyable, rappelant les chants spirituels chantés par un chor anglais. Oui, nous pouvons même les associer au son de l'orgue. La tonalité principale, Ré bémol majeur, s'installe progressivement. On passe par les accords de Mi majeur, Si bémol majeur, Ré bémol majeur, La majeur, Fa dièse mineur, pour se retrouver un Ré bémol majeur enfin. Ces accords de couleur vont faire apparition encore 12 fois dans ce mouvement. La première fois, c'est le début. Deuxième fois, on va retrouver les accords similaires avant que les cordes vont reprendre le thème de chor anglais. Et pour troisième fois et la dernière, ils vont apparaître à toute fin de mouvement.
Et voici donc ce début du deuxième mouvement, les accords de couleur. Dvorak souhaitait utiliser le ton musical très triste du corps anglais pour refléter le plus parfaitement possible son humeur, ses sentiments. Dans ce thème, on entend clairement le mal, la tristesse du pays que Dvorak partage avec tous les auditeurs. Le corps anglais joue un rôle très important dans cette partie de la symphonie du Nouveau Monde. Il exprime les sentiments du compositeur lui-même. Ce thème est nostalgique et très doux. Nous voyons bien ici qu'il y a une autre association avec ce mouvement triste également. Le manque du pays natal. Le thème du corps anglais est fait en 3 parties. Première partie est un ré bémol majeur, où le corps anglais joue sol avec accompagnement de cordes. Pour la deuxième partie, qui est un sol bémol majeur, qui est sous-dominante de ré bémol majeur, il y a les 2 clarinettes qui vont le rejoindre. Et pour terminer, un ré bémol majeur, le corps anglais se retrouve encore avec accompagnement de cordes. Et à la fin, c'est des bassons qui le rejoignent. Et le thème se termine sur les notes de clarinette. Voilà, donc nous allons procéder à l'interprétation de ce magnifique thème. Un élément important et aussi intéressant concernant le thème que nous venons d'écouter. William Fisher, élève américain d'Antonin Dvorak, a arrangé le thème du corps anglais pour baryton et chœur, ajoutant ses propres paroles. Et il a également donné le nom à ce thème Going Home. Cette pièce est devenue très populaire et a été jouée souvent, ce qui a créé de la confusion. Beaucoup de gens pensaient que c'était une mélodie traditionnelle amérindienne que Dvorak avait empruntée pour son symphonie. Mais en réalité, il a créé lui-même ce thème folklorique. Maintenant, nous allons passer à l'analyse mélodique. Parlons toujours du thème du corps anglais. Malgré toute l'originalité de ce thème, on y entend des retours des motifs déjà connus du premier mouvement, les intervalles et les rythmes. Les cordes reprennent ce thème. Passons à la partie B. Des humeurs lugubres règnent dans la partie centrale de la pièce. 2 images alternent. Le cri plaintif de la flûte et du hautbois est remplacé par un cortège de deuil. Clarinette, ensuite les flûtes et les hautbois sur l'accompagnement arpégé en piste de contrebasse et trémolo au violon. Dans la partie B, on change la tonalité. On passe à do dièse mineur. Mais très vite, on se rend compte qu'il s'agit plutôt de la musique modale que tonale. On entend beaucoup de bascules entre premier et 4e degré, 3e degré et la dominante minorisée, ce qui n'est pas habituel pour les mineurs. Et donc, on réalise qu'on se retrouve en mode éolien en do dièse plutôt que do dièse mineur. C'est aussi valable pour le 2e thème de la partie B. Pour la première fois, le premier thème est joué par flûte et hautbois. À sa 2e apparition, on l'entend bien chez le premier violon, accompagné par flûte et hautbois qui utilisent le même cellule rythmique du début du thème, mais ascendant, ça crée la réponse. Maintenant, passons à l'écoute.
fin de la partie B, on retrouve encore un tout petit motif du premier thème de la partie B. C'est toujours un do dièse mineur. À la fin, on entend l'accord et tout de suite, les altos haussent mi vers mi dièse. On entend l'accord de do dièse majeur, ce qui est la tonalité anharmonique de ré bémol majeur, ce qui nous rappelle le début du mouvement. Passons à la transition. D'un coup, la structure de la musique change soudainement. Comme si du monde de légendes indiennes, des forêts sombres d'Amérique, le compositeur a été transporté dans son étendue tchèque natale, remplie de gazoïl d'oiseaux et un solo de grand bois. La pensée de la patrie attire d'autres souvenirs. La pastorale cède la place à l'héroïsme. Le cri en fanfare de trombone, la première et la dernière partie du premier mouvement, et le thème de Spirituals chez les trompettes, qui ont ouvert le second mouvement, apparaissent dans un habit contrepoint entrelacé. Les sentiments de tristesse et de nostalgie augmentent progressivement. Chez les trompettes, il acquiert désormais un caractère complètement différent. Et bien que cet épisode ne dure que 5 mesures, il est si vif qu'il est retenu longtemps et anticipe la belle coda identique aux accords chorales qui nous ramènent au début du largo. On s'approcha vers la fin. Partie A' revient un miroir par rapport au début. D'abord, nous avons le thème principal qui se poursuit des accords de couleur. Maintenant, passons à l'écoute. Thème du début du largo, joué par des trompettes, ce qu'on appelle donc cours d'or. Cours d'or, c'est le terme utilisé dans l'analyse musicale russe ou allemande sous le nom de Hornquinten. C'est un enchaînement de la sixte, la quinte et la tierce, ou à l'inverse. Pour les tonalités majeures, c'est sixte mineure, quinte juste et puis tierce majeure. Pour les tonalités mineures, sixte majeure, quinte juste et tierce mineure. C'est un enchaînement très typique pour les corps naturels. On les entend très souvent jouer chez les corps. C'est caractéristique et remarquable à l'oreille. On retrouve les rappels de premier mouvement. On entend le premier thème de premier mouvement chez les deux trombones et en même temps, le violon joue les parties de troisième thème de premier mouvement. Voilà, chère auditrice, chers auditeurs, notre présentation s'approche vers la fin. Nous espérons que vous avez appris des choses intéressantes, passionnantes et utiles sur le deuxième mouvement de symphonie de Nouveau Monde d'Antonín Dvořák. Nous vous remercions de votre attention.